Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire mensuel Le Point du Prof. Le dernier webinaire portait sur toutes les actions autour de la francophonie 2024. Aujourd'hui, le webinaire que nous vous proposons avec l'équipe de coopération éducative et linguistique porte sur le concours Portavos, plus exactement sur l'édition 2024, qui est la cinquième édition de ce concours, qui portera sur le thème l'instant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler deux petits points techniques. D'une part, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'Institut français d'Espagne. D'autre part, on vous invite avec toute l'équipe à poser vos questions grâce à l'onglet qui se trouve en bas de votre écran, Preguntas. Aujourd'hui, je tiens à remercier Catalina Martin-Chico qui est avec nous, qui sera notre marraine photographe de cette édition et qui, en fin de webinaire, se présentera, vous donnera quelques pistes pour motiver, accompagner vos élèves à participer à ce concours. Ce webinaire va se dérouler en plusieurs temps. Nous allons d'abord vous rappeler, vous présenter ou vous représenter pour certains le concours et ses objectifs, en faisant aussi une rapide présentation des éditions, des 4 éditions précédentes. Ensuite, ma collègue Manon Pointe-Couteau vous présentera les règles du concours, le calendrier de cette édition 2024, ainsi que le site internet dédié à ce concours. Célia ensuite, Durchetti, pardon, présentera le thème de l'année et pourquoi nous avons choisi ce thème. Et enfin, voilà, pour conclure, Catalina interviendra voilà, pour vous donner plein de tuyaux. Donc, le concours Portavos, euh, qu'est-ce que c'est? Le concours Portavos est un concours donc, qui a été créé en 2020, qui est un concours de photographie à destination des élèves qui étudient dans le système éducatif espagnol et qui apprennent le français, qui l'apprennent en tant que première langue, en tant que deuxième langue, qui l'apprennent dans une filière bilingue, Bachibac ou Label France Éducation. Voilà, ça concerne tous les élèves de plus de 14 ans qui apprennent le français. Donc pour nous, c'est vraiment l'objectif d'avoir un public le plus vaste possible. Il n'y a absolument pas besoin d'être bilingue pardon, pour participer à ce concours. Ce concours, c'est un concours de photos et on l'a voulu aussi le plus large possible puisque les élèves sont invités à prendre une photo avec un téléphone portable. Aujourd'hui, tous vos élèves ont des téléphones portables, donc ce concours, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde peut y participer. Et enfin, ce concours a pour objectif de valoriser le plurilinguisme et la langue française puisque chaque photo présentée doit être accompagnée d'une légende qui doit être présentée en 5 langues, dont le français. Et chaque année, on invite les élèves à réfléchir sur une thématique et ainsi, voilà, à développer aussi à travers ce projet qui renforce le lien langue et culture, à développer une pensée critique. L'année dernière, le concours a porté sur les sports et ses valeurs, en lien bien entendu avec la Coupe mondiale du rugby, le départ du Tour de France à Bilbao et bien évidemment aussi les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Paris l'été prochain. Et nous avons reçu plus de 850 photos provenant de 118 établissements différents espagnols. Donc, c'était vraiment un succès. On espère que cette année, on arrivera à dépasser cette participation. Et lors de notre jury, notre marraine, lors de l'exposition qui a eu lieu en janvier, a vraiment noté aussi que toutes les photos avaient mis en avant les valeurs humaines du sport, vraiment la solidarité, l'esprit d'équipe, l'essai. Et voilà, c'était vraiment, on n'avait pas du tout de valeur de compétition dans toutes les photos qu'on a reçues. Et vous voyez la photo gagnante de Lilia, qui est une élève de Madrid et qui a pu aller à un séjour en France d'une semaine en immersion totale en français. En 2022, le thème de l'édition était Construire l'Europe, en lien directement avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et donc, c'était des élèves de 4 pays européens qui étaient invités à dialoguer entre eux, portugais, italien, tchèque et espagnol,
sur ce thème et qui ont pu aussi avoir des conseils d'Eduardo Nave, qui était notre parrain de cette édition-là. En 2021, le thème était porté plus sur l'environnement, voilà, grâce aussi à l'appui de Naya del Castillo. Et en 2020, le thème portait sur la devise européenne, unie dans la diversité, grâce aussi à Pierre Gonor, qui a été vraiment le photographe parrain qui a lancé et qui nous a conseillé, nous, services de coopération éducative et linguistique, au lancement de ce concours. Voilà, donc pour cette édition 2024, Manon va vous rappeler tout d'abord les règles et vous donner toutes les informations pratico-pratiques pour que vos élèves participent. Manon, merci beaucoup. Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Donc forcément dans le concours, il y a quelques règles à respecter. La première étant bien sûr que c'est ouvert à tous les élèves qui apprennent le français dans les établissements, comme Aude l'a précisé au début du webinaire, et qu'il faut absolument que la photo soit prise avec un téléphone portable et non pas une caméra, un appareil photo plus haut de gamme. Également, nous interdisons les selfies. Il faut vraiment que ça soit une photo prise du bon côté de l'appareil. Bien entendu, il ne faut pas que la photo ait été primée ou ait été soumise à un autre concours, d'accord? Ça va vraiment être une photo que pour le concours Portavoz. Il faut qu'elle soit donc inédite et bien sûr qu'elle respecte les droits de l'homme et qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité du sujet, bien entendu. Et également, cette année, le jury sera donc composé de Catalina Martin Chico, que nous avons ici aujourd'hui avec nous, de Juan Valbuena, qui est un photographe, de Maria Santoyo, qui est la directrice de Photo España, et de Laurent Coulon, qui est du coup l'attaché de coopération culturelle et audiovisuelle à l'Institut français d'Espagne. Donc, vous pouvez voir sur l'écran les différents aspects qu'ils vont prendre en compte, le rapport avec le thème du concours, qui est du coup cette année l'instant, l'originalité et la créativité, et la relation très importante entre la photo et la légende. Bien entendu, la partie qui nous intéresse tous, les prix gagnants. Donc, le premier prix recevra un séjour linguistique d'une semaine en France. Et le deuxième prix, pardon, il sera un téléphone portable qui sera offert par la Fondation Orange, qui est un des partenaires du concours. Et le troisième prix, un casque audio offert par TV5 Monde. Et également, les 20 premiers recevront un livre de photographie. Alors, au niveau des droits d'utilisation de la photo envoyée, il faut être bien conscient que du coup, nous garderons les photos et qu'elles seront publiées sur le site web Concurso Portavoz et qui seront accessibles au public pendant un an. On va pouvoir utiliser ces photos, elles seront exposées et diffusées du coup par l'Institut français d'Espagne, notamment sur les comptes de nos réseaux sociaux, sur les médias et sur une exposition virtuelle. Et le calendrier, du coup, les temps forts de ce concours. Donc aujourd'hui même, c'est le lancement. Vous aurez accès dès demain matin au formulaire pour soumettre votre photo. Et le 22-26 avril, nous avons donc les ateliers avec notre marraine de l'édition. Donc ça sera un atelier d'itinéraire au sein de différentes communautés autonomes. Donc enfin Catalina Martin Chido se rendra dans plusieurs établissements pour faire des ateliers photos avec les élèves. Donc ça aura lieu du coup cette semaine d'avril, du 22 au 26. Le 17 mai, nous avons la clôture des candidatures. Courant mai, nous n'avons pas encore la date exacte, on aura du coup les masterclass. Et le 17 juin, les grands gagnants, et les résultats seront donc annoncés. Pour le site web est actuellement en refonte. Il sera prêt vraiment 100% dans la semaine. C'est une plateforme très simple d'utilisation. Vous avez vraiment tous les onglets qui sont plutôt bien répartis. Mais si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse email du service de coopération linguistique et éducative. Et vous avez surtout le formulaire d'inscription en ligne, donc qui reprend quand même les points principaux, c'est-à-dire votre nom, prénom, âge, établissement scolaire, la photo et surtout la légende avec la traduction en 5 langues. Voilà. Donc maintenant, on va parler d'un des sujets importants pour ce concours qui est le thème qu'on a choisi et donc on a mentionné au début de ce webinaire qui est l'instant. Donc l'instant, ça vous parle peut-être un peu comme un concept, mais nous, on s'est inspiré en fait de Henri Cartier-Bresson qui est donc un photographe français disparu en 2004, donc il y a 20 ans cette année. Donc on a souhaité lui rendre hommage à travers ce concours. Donc Henri Cartier-Bresson, pour rapidement remettre le contexte, c'est un photographe
photographe, photojournaliste et dessinateur français, qui est le fondateur d'une des plus prestigieuses agences de photos dans le monde, l'agence Magnum, et qui est aussi une figure majeure de la photo du XXe siècle. Donc, c'est un spécialiste, comme vous pouvez voir sur les photos qu'on a mis sur le diaporama, de la photo de rue. Et donc, c'est lui qui a un peu euh, mis, inspiré ce concept de l'instant décisif. C'est cette espèce de tir photographique, comme on peut l'appeler. Donc, en fait, Henri Cartier-Bresson, il maîtrise très très bien la composition de ses photos. Donc, on a vraiment l'impression que c'est très spontané, mais en fait, il y a un grand, grand travail derrière l'œil du photographe qui est très, très important. Donc, c'est aussi un photographe engagé, et ça, c'était important aussi pour nous, à travers ce concours, de mettre en avant une figure engagée qui fait passer des messages à travers ses photos. Parce qu'en fait, l'idée de l'instant décisif, c'est toute une réflexion qu'on peut avoir sur une photo, toute la réflexion qu'il faut avoir en fait quand on prend une photo en tant que photographe. Et c'est cette réflexion qu'on a voulu transmettre aux élèves. Donc d'abord partir de cet instant qu'on souhaite capter, d'une histoire qu'on souhaite raconter en photo, de la pensée, mais aussi en fait de cette spontanéité qui se passe au moment où on appuie sur l'appareil photo. Donc, c'est une idée de aussi parler aujourd'hui de ce concept dans une ère très numérique où on a une abondance d'images, notamment sur les réseaux sociaux, notamment les jeunes qui sont très, très exposés à cette abondance d'images. C'est de les faire réfléchir sur quand on prend une image, quelle est sa signification, qu'est-ce qu'on veut raconter avec, est-ce que, en fait, on la pense vraiment tellement on en prend aujourd'hui. Et donc, c'était cette idée-là d'entraîner l'œil des élèves, de leur faire prendre conscience qu'une image, ce n'est pas seulement du virtuel et ce n'est pas seulement quelque chose qu'on voit passer et qu'on laisse dans un coin de notre tête ou même qu'on oublie instantanément. Donc, c'est cette idée de les faire travailler sur le message, sur la composition, de travailler leur esprit critique et aussi leur œil, en fait, leur œil de citoyen et leur œil critique vis-à-vis de la société. Et donc, c'est sur ça qu'on va essayer de les faire réfléchir à travers la photo, mais aussi à travers les légendes qu'ils vont pouvoir choisir et qui vont transmettre le message de leur photo. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Catalina qui va se présenter et nous expliquer un petit peu son parcours et son travail. Bonjour, merci Célia. C'est très bien présenté, je ne dirais pas mieux qu'elle, quoi. Moi, c'est Catalina Martin-Sico, je suis franco-espagnole et je réside à Paris. Je suis photoreporteur depuis 15-20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire photoreporteur? C'est que j'ai parcouru le monde pour raconter des histoires humaines pour les magazines de manière générale. Donc, Le Monde, New York Times, Figaro Magazine, Géo. Donc, j'ai parcouru Moyen-Orient les 10 premières années. Et puis, maintenant, je me focalise un peu plus sur l'Amérique latine, où il y a encore beaucoup d'histoires à raconter, humaines, environnementales, sociales, etc. Donc, évidemment, pour moi, la photographie spontanée, c'est le cœur de mon métier. J'essaye de me rendre le plus transparente possible pour pouvoir capter une réalité. Alors, être proche d'une réalité et aussi vecteur d'information, c'est-à-dire que les élèves ont n'importe quelle photo peut transmettre un message ou pas. Donc, c'est aussi notre pouvoir de pouvoir justement de transmettre quelque chose à travers notre image. Et en tant que photographe, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va capturer dans ce millième de seconde qu'on va prendre. Et on a un pouvoir de pouvoir faire que on a un pouvoir de pouvoir faire. Bon, j'arrête pas de répéter pouvoir, mais effectivement, qu'est-ce qui change entre une photo lambda et une photo de quelqu'un qui regarde? Donc, regarder, c'est aussi un travail. Donc, si on arrive à faire que les élèves puissent regarder le monde qui les entoure autrement, ça sera déjà un énorme pas. Parce qu'en fait, on est effectivement submergé d'images, on voit et on fait hein, avec nos portables et on voit aussi beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'une image a un autre message, une narration, un regard? Ça dépend de nous en tant que photographe de s'arrêter et de prendre le portable et de regarder le monde qui nous entoure d'une autre manière. Comment on fait?
simplement en étant présent dans le moment. C'est-à-dire que le chemin, par exemple, cette semaine, j'ai fait un atelier avec des étudiants et il y a la fille qui me dit, mais ouais, c'est vrai que mon quartier, en fait, je le vois tout le temps, mais je suis dans mon téléphone avec ma playlist dans les oreilles, avec le WhatsApp. Et en fait, là, je me suis arrêtée et je l'ai regardé et en fait, je me suis aperçue de plein de choses que je ne voyais pas. Donc, effectivement, entre chez soi et le métro, on est dans nos pensées, on est dans notre musique, on écoute notre podcast. Et si on s'arrêtait et on regardait finalement la vitrine, on regardait la personne qui est toujours là devant le métro, qu'on regardait finalement les ombres des arbres, bref, plein de choses qui vont pouvoir nous parler. Et déjà, observer, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est transmettre. Donc, au moment de transmettre, ben, faire attention aux lignes graphiques, faire attention aux ombres, aux reflets, faire attention aux émotions des gens, finalement, qui nous entoure, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et après, ensuite, une fois qu'on observe, c'est comment le rendre. Donc, regarder la lumière. Tiens, il y a une belle lumière, il y a une ombre très grande où il n'y a pas d'ombre, il pleut, il y a des reflets par terre, il y a des parapluies, on va jouer avec, qu'est-ce qui se passe, comment tu composes ton image, quel est le pouvoir en tant que photographe de se placer là ou de se placer là. Et comment finalement, même 50 centimètres peuvent changer finalement la profondeur de ton image, la composition de ton image, qu'est-ce que tu caches derrière l'arbre ou que tu fais apparaître. Donc la composition, le moment de regarder une émotion, d'être rapide, de pouvoir avoir cette présence d'esprit, de dire oh, là il se passe quelque chose. Donc du coup en plus avec les portables, franchement les élèves, il n'y a pas du tout d'obstacles techniques. Donc en fait c'est juste nous et le monde qui nous entoure. Donc si franchement avec cet exercice de les faire sortir dehors, de raconter une histoire, d'être dans le monde qui t'entoure et d'en capter un millième de seconde, si on arrive avec cet exercice à les faire regarder un petit peu le monde qui nous entoure d'une autre manière, ça sera déjà ça de gagner, quoi. Et donc c'est déjà un énorme pas, je trouve. Merci Catalina. Et est-ce que tu veux nous dire un petit peu l'histoire de ces deux photos qu'on a présentées aussi, voilà. Ah oui, ben, elles sont, oui, alors là, j'ai ces deux photos de deux reportages complètement différents. Celle du dessus, c'est un reportage que j'ai mené sur 3 ans en Colombie, au moment de la signature de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Euh, j'ai choisi de parler du post-conflit en Colombie, donc un sujet pas difficile, pas très facile à aborder. Comment on raconte visuellement la paix, c'est un concept finalement, et visuellement, finalement, la guerre est beaucoup plus visuelle que la paix. Donc du coup, moi, j'ai opté pour raconter la naissance de tous les enfants au moment de l'accord de paix, c'est-à-dire que toutes les femmes guerrières, il y en avait 40%, étaient tombées enceintes au moment de l'accord de paix parce qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir des enfants pendant la guérilla. Donc, la différence entre un homme et une femme guerrière, dans ces cas-là, c'est que les femmes tombaient enceintes. Donc, elles devaient avorter, des fois abandonner le bébé, enfin, des souffrances que les hommes guerriers n'ont pas dû à vivre. Et du coup, au moment de l'accord de paix, les femmes tombaient toutes enceintes. Donc, l'arrivée de ces enfants qui venaient remplacer les armes était pour moi une entrée dans le post-conflit. Et qu'est-ce qui se passe avec ces guerriers au moment d'entrer dans la société civile. Donc, du coup, cette photo, c'est la reconstruction des campements dans les jungles. Donc, 9 mois avant cette photo, je m'étais rendue dans ce même endroit où il y avait que des camps, que des tentes militaires. Et ces maisons, elles ont été construites. Il y a des nouveaux enfants qui sont arrivés. Bref, comment on fait société. Donc, ce moment-là, je l'ai pris dans ce contexte-là politique. Donc, vous parliez de légende, effectivement, cette photo toute seule sans la légende n'aurait aucun intérêt. Comment une légende est un apport d'information supplémentaire? Parce que là, on voit un enfant qui s'amuse. Qu'est-ce que ça raconte? Mais quand on dit qu'en fait, ces maisons-là n'existaient pas 9 mois avant et d'où vient cette photo, ça apporte vraiment un complément d'information très important. Et la composition de l'image, donc là on voit qu'effectivement j'ai fait attention à certainement me placer de manière que l'enfant soit au centre de cette perspective pour que le regard soit amené vers l'objectif, c'est-à-dire une joie, des enfants qui amènent donc des nouvelles familles qui n'étaient pas possibles avant, un village qui n'était pas possible avant. Donc
voilà, c'est comment on amène une image, en fait, elle se lit de certaine manière. Ça paraît dingue, mais c'est vrai que nous, par exemple, on lit de gauche à droite. Une image aussi a une lecture et la manière dont on place les éléments dans notre image peut faire que cette image soit plus compréhensible, plus lisible. Et donc, du coup, que le message soit transporté, si je peux dire, de manière plus forte. Donc, il y a des règles au niveau composition. On appelle la règle des tiers, par exemple, lorsque notre rectangle est divisé en 3, que la ligne d'horizon n'est pas au centre, que les personnes ne soient pas au centre, mais qu'elles soient décalées, ou alors qu'il y ait des perspectives, des lignes graphiques qui amènent le sujet, le regard du spectateur vers le sujet. Cartier-Bresson était ce qu'on appelait un photographe pêcheur. Alors, on a le photographe pêcheur et le photographe chasseur. Le photographe pêcheur, c'est Cartier-Bresson. C'est-à-dire que, par exemple, les photos que vous avez montrées, moi, j'ai eu la chance au début de ma carrière d'être stagiaire à l'agence Magnum à New York. Et pendant que je mangeais mon sandwich, je regardais toutes les planches contact de Cartier-Bresson. Et donc, les photos que vous avez montrées, j'ai vu que le gars, il était resté des heures au même endroit, là où il y a l'escalier. Et qu'il a fait 3-4 pellicules au même endroit pour que il arrive le moment décisif. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y a un endroit où il y avait des lignes graphiques. Donc, c'est comme si moi, je m'étais posée dans cet endroit où j'ai dit, tiens, cette perspective m'intéresse et je vais attendre que quelque chose arrive. Bon, moi, je ne suis pas assez patiente pour être pêcheur. Et lui, il s'était installé, il avait vu les lignes graphiques et il a attendu que des choses se passent. Donc, des fois, tu te dis, bon, là, je suis à Paris, je veux raconter une histoire sur la Seine, donc je suis avec la Seine, j'ai la perspective de la route, j'ai les escaliers qui descendent, je vais attendre qu'il y ait des éléments qui viennent rentrer dans mes points de force de mon image. Une jeune femme avec une robe colorée qui descend, un petit garçon qui passe avec le vélo ou alors avec un ballon, des choses comme ça qui se passent et qui arrivent dans les points de force. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui arrive ici, un autre qui arrive ici, un autre qui arrive ici, un autre qui arrive ici. Ça, c'est la patience du pêcheur qui fait qu'à un moment donné, les éléments vont venir compléter ton image pour lui donner de la force. Moi, je ne suis pas patiente comme ça. Et surtout, moi, je ne fais pas du street photographie. C'est-à-dire que moi, je veux raconter une histoire. Donc, en fait, je vais chasser mon image. Donc, c'est moi qui suis actrice et qui bouge. Et c'est dans le mouvement que je vais en bougeant moi-même, faire la force des images. Donc, du coup, je suivais ce garçon-là et petit à petit, je me suis dit, quelle image va être la plus forte? Donc, j'ai fait beaucoup d'images de ce garçon qui jouait avec ses frères et sœurs, et au moment de la sélection, j'ai choisi celle-là qui est un peu entrecoupée. Certains diraient, ah, mais le garçon est coupé. Mais en fait, la perspective était aussi importante. La construction de toutes ces maisons était aussi importante que le garçon. Donc, voilà. Et l'image d'en bas, c'est au Yémen, c'est dans une île à 400 km au large du Yémen, une île qui s'appelle Socotra, qui est une île complètement sauvage, magnifique, mais aussi au milieu d'une zone tumultueuse avec des pirates, dans un pays très tumultueux, avec la guerre, les révolutions arabes. Et j'ai trouvé ce moment de joie avec les enfants. Donc, je trouve que là, j'aime bien cette photo pour la composition, justement, quand on est chasseur et que les enfants bougent et qu'on ne maîtrise pas. Et comment, finalement, dans la non-maîtrise, c'est à toi, en tant que photographe, quand tu bouges, de faire en sorte que, tiens, là, j'ai vu ce bras et j'ai bougé un tout petit peu pour faire en sorte que le garçon se voit à travers ce bras-là et sans couper le premier garçon. Donc, en fait, nous, en tant que photographe, on a le pouvoir en composant à l'image de faire que la photo soit forte ou pas. Il y a l'instant et il y a nous. Et donc, c'est comment on mélange entre notre regard à nous et faire que quelqu'un d'autre au même moment, il n'aurait pas du tout composé l'image comme ça et peut-être elle n'aurait pas été aussi forte, elle aurait fait certainement une autre image. Donc, comment notre regard, notre sensibilité à nous et l'instant se mélangent. Donc, c'est ça la magie de la photo. C'est entre qu'est-ce qui se passe devant moi que je ne maîtrise pas, mais comment je le vois et qu'est-ce que je capte. Et dans la manière que j'ai de bouger et de composer mon image, je fais quelque chose de créatif et qui vient de moi et de l'autre en face. Donc, c'est
C'est vraiment un mélange entre capter et être vraiment 100% dans le moment présent. C'est-à-dire que si on est dans nos pensées, on ne voit pas, on ne voit rien. Donc en fait, il faut être vraiment comme absorbé. C'est comme aussi des fois un peu une transe, quoi. C'est moi, c'est pour ça que j'aime. Bon, moi, j'aime bien les appareils où je suis un peu old school, où l'œil est vraiment dedans, parce que finalement, quelque part, ça me met en abstraction du reste et je reste concentrée entre moi et le sujet que je suis en train de photographier ou la scène que je suis en train de photographier. Je ne me laisse pas perturber ni par mes pensées, ni par le fait qu'il fait froid ou pas froid, ni par les gens qui sont en train de me regarder que je me sens mal à l'aise. C'est quelque chose d'une espèce de communion entre moi et ce qui m'entoure. Et après, ça fait des beaux moments et des moments intenses de plaisir aussi quand on est dans ces moments-là. Bon, après, les élèves, peut-être qu'ils n'ont pas ça tout de suite, c'est quelque chose qui se travaille. Mais si nous permettons, à travers un concours, à travers un exercice comme ça, que finalement le portable soit pas effectivement des selfies, que ça pas simplement pour faire semblant d'être quelqu'un ou pour faire ya ya ya, mais pour finalement regarder ce qui m'entoure et se dire tiens qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me provoque une réaction, qu'est-ce qui c'est tout simple et toute réaction, toute scène est intéressante. Et il suffit après de dire tiens, je vois ça et maintenant ben, je vais le capter et je vais tourner autour de cette scène et je vais essayer de capter, de ne pas faire une seule image. Ça se travaille. Euh, bon voilà, je pourrais passer 4 heures à parler de ça. Merci beaucoup, Catalina, pour ce partage. Et tu auras l'occasion d'aller dans des classes et de participer, voilà, aussi à un partage avec les élèves. Euh, Oui, Ça sera magique. C'est toujours des instants magiques aussi de ces échanges entre un ou une photographe, des élèves, et ça suscite des vocations. Et c'est vraiment très, très chouette. Merci beaucoup. Euh, merci à vous. Mm-hmm. D'ailleurs, je te laisse continuer sur le... Alors, avant de passer effectivement au prochain webinaire, on voulait, voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce concours, est-ce que vous avez des questions à poser à Catalina? Encore une fois, n'hésitez pas, hein, donc l'onglet Preguntas, s'il vous plaît, parce que c'est le moment, ce moment est pour vous. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous regardent après les webinaires une fois enregistrés. Donc, il y en a beaucoup aussi qui connaissent le concours Portavo, si on va en faire de la publicité dans les prochains jours. Voilà, n'hésitez pas. Les questions, profitez. On a la marraine qui est avec nous aujourd'hui. Pas beaucoup de questions, hein. Alors, dans quelle école Catalina viendra-t-elle? On ne sait pas encore. Ça, c'est un parcours qu'on doit décider avec nos partenaires des communautés autonomes. Euh, et à chaque fois, les écoles, les établissements sont choisis par les consejerías de éducation. Y a-t-il un nombre maximum de photos par établissement? Absolument pas. On a des établissements qui présentent une photo, il y a des établissements enfin, toute une classe participe, voire plus. Donc voilà, là-dessus, plus on a de photos, plus les élèves aussi échangent avec eux. Enfin, voilà, nous, c'est aussi l'objectif, c'est par rapport à ce que disait sur Catalina, quand ils vont prendre cette photo, réfléchir à leur histoire, la légender, c'est aussi qu'ils regardent ces photos sur le site internet du concours et qu'ils dialoguent aussi entre eux de manière indirecte, pas en présence, mais voilà, sur ce thème et qui voient voilà, des inspirations, des idées. Voilà, c'est aussi cet objectif de partage et partager à travers la photo en plusieurs langues. Oui, les langues peuvent être co-officielles. Il n'y a pas de limite. Au contraire. Où est-ce qu'on peut s'inscrire au nouveau webinaire? Alors, sur notre site internet, vous avez le lien sur tous les webinaires, les prochains, avec les liens Zoom qui ont déjà été pré-créés. On va peut-être vous remettre l'adresse enfin, le lien vers ces webinaires.
Merci Célia. Donc, dans le chat, vous pouvez avoir le lien avec tous les futurs webinaires. Et vous pouvez aussi retrouver les anciens webinaires tels qu'ils ont été enregistrés. Pas d'autres questions? Ok. Non, il y a pas de résultats par école, c'est le concours. Alors vous verrez que les années précédentes, c'est pas forcément dans les écoles où le parrain ou la marraine était venu qui avait eu les gagnants. Voilà, et c'est aussi l'objectif. L'année dernière, on ne l'a pas fait, mais cette année, on le refera, qui est une masterclass qui puisse s'adresser à tous les élèves, voilà, avec différents intervenants pour parler du thème voilà, et des idées de pistes. Voilà, masterclass à destination des élèves, voilà, pour que aussi chacun puisse avoir des pistes sur ce thème, des pistes sur comment faire une photo, etc. Et, pardon, j'ajoute aussi par rapport à cela, euh, ma collègue Elise me l'a rappelé tout à l'heure, qu'au-delà des ateliers qui seront faits par Catalina, on organise aussi des ateliers dans certaines régions avec d'autres photographes en complément, euh, voilà, pour essayer d'offrir plus de chances aux élèves d'avoir un accompagnement effectivement en présence d'une photographe. D'autres questions? Merci. Donc, on va terminer un peu ce webinaire en vous rappelant les prochains webinaires Le Coin du Prof. Donc, le 11 avril, on fera une présentation de notre université d'été. Donc, pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, l'université d'été, c'est une semaine de formation que l'on organise depuis 9 ans. Ça sera la 10e édition en 2024 qui réunit environ 150 professeurs de partout de l'Espagne. Donc, le 11 avril, on présentera les thématiques et les formateurs que nous avons retenus. Cette université d'été, vous pouvez tout de suite le marquer dans votre agenda, aura lieu du 1er au 4 juillet à Madrid. Le 9 mai, on fera un échange sur la mobilité des élèves avec différents partenaires qui interviendront. Et enfin, le 13 juin, sur la présentation des éditeurs, des nouveautés des maisons d'édition pour vous accompagner pour tout ce qui est les émissions autour du FLE. Pour toute autre question que vous aurez sur le concours ou sur d'autres sujets, voilà, on vous rappelle, comme de manière traditionnelle, dans ce webinaire Le Coin du Prof, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour cela. Et enfin, aussi, pardon. Enfin voilà, n'hésitez pas aussi, on vous fait un rappel à chaque fois, c'est peut-être redondant pour certains, mais aussi à bien regarder dans toutes les activités que vous proposez par rapport aux élèves, à vous appuyer aussi sur et le réseau des Alliances françaises, notamment en ce mois de la francophonie et des réseaux des instituts français, puisqu'il y a de nombreux euh, événements qui sont organisés, notamment pour un public scolaire. Donc voilà, vraiment, on vous invite, comme d'habitude, à vous rapprocher des alliances ou des instituts qui sont proches de vous et qui offrent de nombreuses activités. Voilà, et enfin, si vous souhaitez aussi recevoir notre bulletin d'information, qui est aussi mensuel, n'hésitez pas, voilà, c'est là où vous avez toute notre activité, tous les liens vers les webinaires, tous les liens aussi vers des actions de différents partenaires. Alors, dernière chance pour poser quelques questions.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je voulais vraiment remercier encore une fois Catalina. Vraiment, merci pour ce partage de ta passion, de tout ce que tu fais. Et on est vraiment, avec toute l'équipe, ravis de pouvoir compter sur toi et de l'accompagnement que tu pourras faire pour les élèves, les enseignants et pour nous aussi. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci à toutes et tous et à bientôt. Et on compte sur vous, voilà, pour motiver vos élèves et pour que ce concours prenne encore plus d'ampleur que les 118 établissements qui ont participé l'année dernière. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt.